Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des lectures que j'ai effectuées sur le mois d'avril. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas que vous avez lus sur le mois d'avril. Ça m'intéresse, peut-être que je vais découvrir des mangas que je connais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Et juste avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour tous vos retours positifs que vous avez fait sur mes vidéos d'avant. Voilà, ça me soutient énormément. Donc voilà, je le répète encore une fois, mais si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à le dire en commentaire sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça vous coûte pas grand chose et moi en tout cas, ça me ferait énormément de plaisir. Alors du coup, pour commencer cette vidéo lecture manga, on attaque tout de suite avec le premier manga. C'est parti! Alors pour commencer, j'ai rattrapé tout mon retard sur The Promised Neverland. Donc voilà, j'ai lu le tome 17, le tome 18 et le tome 19 de The Promised Neverland. Alors honnêtement, j'étais super content de les avoir lus. Je m'étais arrêté au tome 16 et en fait, ça faisait un petit moment. Du coup, j'ai relu le tome 16 parce que je me souvenais plus du tout de ce qui se passait dans le tome 16. Et je sais pas vous, mais moi en tout cas, bon, je lis pas des 1000 et des 100 en termes de manga, mais en tout cas avec les mangas que je lis, vu qu'il y a un rythme de parution d'à peu près tous les 2-3 mois, souvent en fait quand le nouveau tome il sort, je me retape toujours l'ancien pour à peu près savoir ce qui se passe dedans parce que sinon j'oublie assez rapidement. Et c'est même pour ça qu'avec certaines séries comme par exemple les My Hero Academia, très souvent j'attends d'avoir 2 tomes et de lire les 2 d'un coup pour voilà, avoir une plus grosse lecture et ne pas me retaper l'ancien tome à chaque fois. Et du coup voilà, j'avais lu le tome 16 et puis en fait quand j'ai terminé le tome 16, je me suis dit comment j'ai fait pour pas lire la suite. Du coup j'ai foncé, j'ai lu la suite 17, 18 et 19. Alors c'est jusqu'à pratiquement la fin parce que la série elle est en 20 tomes. Donc voilà, il reste plus qu'un tome avant la fin. Honnêtement, les 3 tomes là, c'est quasiment les meilleurs de la série, en tout cas pour moi. Alors si on regarde au cas par cas, vraiment le tome 17, il est excellent. Il se concentre vraiment sur l'attaque de la capitale du coup par Norman qui est poursuivi par Emma et Ray qui viennent de conclure une nouvelle promesse et du coup ils veulent empêcher Norman de tuer tous les démons de la capitale. Et vraiment ce que j'apprécie dans cette fin de manga, c'est vraiment le développement des personnages. Parce que je trouve que depuis qu'on a retrouvé Norman en tant que William Minerva, il a vraiment changé depuis l'époque où il était à Gracefield avec Emma et Ray. À l'époque, on avait un trio en fait de Emma et Ray que voilà, ils avaient vraiment le même but et ils étaient tous prêts à suivre Emma pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire retourner dans le monde des humains. Et finalement, maintenant, on a Emma et Ray qui eux sont toujours d'accord, ils veulent toujours suivre Emma, c'est-à-dire pouvoir aller dans le monde des humains, mais trouver un juste milieu, c'est-à-dire ne pas tuer tous les démons parce qu'il y a des démons comme Mujika ou Sonju qui ne mangent pas d'humains. Et maintenant, en fait, on a Norman depuis qu'il est revenu en tant que William Minerva qui lui veut toujours aller dans le monde des humains, donc il a toujours le même but que Emma, par contre il n'a plus le même chemin pour y aller. C'est-à-dire qu'en fait, lui, maintenant, il veut tuer tous les démons. Que ce soit des démons des familles régentes, ce qui peut être un peu plus compréhensible, ou alors des démons comme Mujika et Sonju qui eux ne mangent pas du tout d'humains, qui sont gentils et qui finalement, moi je suis un peu d'accord avec Emma qu'on devrait peut-être pas les tuer. Et c'est finalement ce qu'on retrouve dans le tome 17. Parce que on apprend dans le tome 16 en fait que Don et Gilda vont aller retrouver Sonju et Mujika et du coup Norman eux leur dit que voilà ils voudraient bien les avoir avec eux, qu'ils voudraient bien avoir Sonju et Mujika dans leur équipe et en fait lorsqu'ils retrouvent Sonju et Mujika on apprend qu'en fait Norman il leur a tendu une embuscade pour tuer Sonju et Mujika. Et c'est vraiment là qu'on trouve et qu'on s'aperçoit en fait du changement radical de la pensée de Norman qui rejoint plus du tout les pensées de Emma pour atteindre ce but de rejoindre le monde des humains. Vraiment voilà ce que j'ai kiffé dans ce tome là, c'est que tout le tome en fait on va avoir Emma qui va vouloir aller rejoindre Norman pour l'empêcher de faire ce qu'il a prévu de faire et tout à la fin du tome du coup on a Emma qui arrive face à Norman. On s'attend vraiment à une discussion, un conflit d'intérêts entre les deux et c'est vraiment ça que j'ai kiffé parce que je trouve que c'est la première fois en tout cas depuis le début du manga si mes souvenirs sont bons qu'on a ce genre de choses, vraiment un conflit d'intérêts entre 2 personnages principaux en quelque sorte. Et du coup voilà, on a cette confrontation entre Emma et Norman au début du tome 18, après un petit combat qui s'est déroulé pendant le tome 17, qui opposait du coup le groupe de Norman qui avait fait un accord avec un démon du nom de Gilean ou Gilan, c'est un des deux, qui a été condamné à la régression parce qu'il était considéré comme trop bon par les autres chefs des familles régentes.
Et d'ailleurs, bah voilà, il y a un petit chapitre dans le tome 17 sur ça et vraiment, bah, il était plutôt intéressant et je trouvais ça plutôt pas mal bah, de découvrir le passé encore des démons. C'est quelque chose que j'aime bien dedans. J'aime bien découvrir ça. Et grâce à ce combat, Gillan, il a quand même réussi à tuer 4 des 5 chefs des familles régentes. Donc, il a quand même donné un petit coup de pouce à Norman avant de se faire tuer par la reine. Mais la reine, du coup, était pas mal affaiblie et du coup, bah, Norman et ses amis de lambda, bah, ils sont venus pour tuer la reine. Et du coup, une fois que la reine est morte, Emma et Ray ils arrivent dans la pièce et là, on est au début du tome 18 et on a affaire à cette confrontation. Bon, ce tome, honnêtement, il est vraiment, je trouve, un peu en dessous du tome 17. Moi, je m'attendais à une vraie confrontation entre Emma et Norman parce que je trouvais ça intéressant pour une fois qu'ils avaient un conflit d'intérêts. Et finalement, bah, on est dans un shonen. Du coup, on a Emma qui a ce mystérieux pouvoir de l'amitié. Et en seulement une page, bah, Norman, il retourne sa veste et puis voilà, il arrête tout son plan et puis bah, du coup, il rejoint Emma comme au début. Et bah, c'est ce que j'ai trouvé pas super bien sur ce début de tome. Voilà, parce que je trouve que dans le tome 17, bah, c'est vraiment ce qu'on rejoignait. Ça a pris tout un tome et je trouvais que ça parlait pas mal de ça. Et bah, dans le tome 18, en une seule page, bah, voilà, c'est bâclé. Bon, hormis ce détail-là, le tome, il était plutôt bien. On apprend qu'en fait, la reine, elle n'était pas morte parce qu'elle avait un deuxième noyau. Du coup, elle revient, elle est super énervée et du coup, elle va se battre contre Norman, Ray et Emma. Sauf que eux, bah, ils sont en piteux état et du coup, ils sont sur le point de se faire battre. Et c'est du coup à ce moment-là que Sonju et Mujika, ils interviennent. On apprend à ce moment-là que Sonju, c'est le frère de la reine. Du coup, qu'il a un petit lien au niveau du sang pour la royauté. Du coup, on se dit même qu'il pourrait gouverner le peuple si la reine advenait à mourir. Et du coup, bah, c'est ce qui va se passer parce que la reine, elle va mourir. Et du coup, on va aborder très brièvement le fait que Sonju puisse passer au pouvoir. Sauf que bah, il le dit lui-même, finalement ça fait tellement longtemps qu'il est avec Mujika et qu'il est en dehors de la capitale qu'il ne sait pas du tout comment gouverner et que même s'il adviendrait à gouverner et à diriger, on va dire, le peuple des démons, eh ben le peuple ne le suivra pas. Bon voilà, ils en parlent très brièvement, on comprend suite à ça que je pense pas que Sonju gouvernera le peuple. Par contre, voilà, sûrement quelqu'un d'autre. Moi, je pense plus à Mujika. C'est une personne qui a un sang, voilà, qui peut guérir tout le monde. Celle qui s'entend le mieux avec Emma. Donc, ouais, je pense à voir dans la suite, mais je pense que c'est celle qui, pour l'instant, est le plus amenée à gouverner et à remplacer la reine. Voilà, le combat en fait entre la reine Sonju et Mujika, bah, il prend quand même pas mal de temps dans le tome. Et du coup, une fois que le combat il est terminé, bah, on apprend directement qu'en fait Peter Harry, donc la personne qui est on va dire liée au clan, au monde des démons, a trouvé le repère de Emma et a kidnappé tous les enfants. Et où il les a emmenés, bah, il les a ramenés à Grassfield. Et ça vraiment, bah, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que on arrive à la fin du manga et je me doute que ça va se terminer là-bas. Et finalement, bah, on commence le manga à Grassfield. Et vu comment c'est parti, bah, je pense qu'on terminera sûrement à Grassfield également. Du coup, bah, c'est plutôt intéressant de retourner là-bas, de voir ce qui s'est passé, comment ça a évolué. Et c'est là du coup que commence le tome 19, l'avant-dernier tome qui était vraiment très très bien je trouve. J'ai vraiment aimé parce que bon voilà, depuis le début on nous parle de humains contre les démons. Et là, en fait, comme ça s'est passé au moment avec le refuge souterrain un peu dans le désert où il y avait des humains contre des humains, bah finalement là, c'est un peu ce qu'on retrouve parce qu'on va réavoir le clan de Peter Harry contre le groupe de Emma. Finalement, bah, ce délire d'avoir des humains contre des humains dans ce manga-là, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça coupe un peu avec les démons et bah, se dire que finalement, pour rejoindre le groupe, pour rejoindre le monde des humains, eh ben, on va devoir se battre contre des humains. Bah, finalement, je trouve ça plutôt intéressant et c'est ce qu'on découvre du coup dans ce tome-là. Alors le tome se déroule essentiellement à Grassfield. On a Emma qui a élaboré un plan entre le chemin de la capitale à Grassfield pour pouvoir sauver les enfants. Bon alors là je trouve qu'il y a une petite facilité parce que le temps juste de la capitale à Grassfield, en fait elle élabore un plan. Mais c'est super rapide comparé au plan qu'elle a fait à la fin qui est un plan de la mort quand même. Bah, elle a fait ça super rapidement. Je veux bien que ce soit des surdoués mais bon... Bon, après, c'est l'avant-dernier tome, donc on va rien dire parce que voilà, faut bien arriver à la conclusion du manga à un moment. On a quelques escales brèves avec Sonju et Mujika qui sont restés à la capitale pour sauver les démons qui restaient grâce au sang de Mujika. Et à cause de Peter Harry, il se retrouve par une petite circonstance ennemi public numéro 1 et il se retrouve pourchassé, arrêté et même condamné à être exécuté. Et ça, je m'y attendais
pas du tout. Et on découvrira du coup ce qu'il adviendra de eux dans le tome 20 parce que suite à ça, en fait tout le reste du livre il se déroule à Grassfield entre Emma et le clan Harry. Bon, ensuite on a le combat entre Emma et Peter Harry qui est vraiment pas mal, qui se termine pas à la fin du tome, du coup qui va continuer je pense jusqu'à la conclusion dans le tome 20 et en tout cas le tome 19 se termine sur quelque chose de très très bien. Et il donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 20. Vraiment, la fin du tome 19, j'étais pressé de lire la suite. Alors, on continue avec l'attaque des Titans Birth of Levi que j'ai acheté du coup au mois d'avril. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo et que j'ai lu dans la foulée. Alors, j'adore l'attaque des Titans, donc j'ai quand même pas mal aimé découvrir le passé de Levi dans ce tome-là. J'ai un peu peiné parce que en fait, vu que mon libraire il avait plus que l'édition couleur, au début j'ai vraiment peiné, je m'y attendais pas à lire le manga en couleur. Bon, après vraiment une fois qu'on est plongé dedans, on fait plus du tout attention à la couleur. Et vraiment j'aime ce genre de manga où on découvre le background d'un personnage, surtout quand on connaît en fait ce qu'il est aujourd'hui dans l'œuvre originale. Levi, on le voit dans l'attaque des Titans, on sait qu'il est un peu rebelle, qu'il parle sèchement, qu'il a un langage super familier. Finalement, on a un peu plus approfondi le pourquoi du comment dedans, d'où il vient, ses origines, comment il a intégré le bataillon d'exploration. Vraiment, c'était plutôt intéressant. C'est en 2 tomes. Il se passe pas énormément de choses dans le tome 1. On apprend vraiment sur le personnage. Pour vous situer, à la fin du tome 1, il vient tout juste de rentrer dans le bataillon d'exploration. Il effectue sa première mission. Mais c'est quand même assez intéressant. Voilà, je me procurerai le tome 2. Je vous en parlerai une fois que j'aurai fini les 2 tomes de façon plus approfondie. Mais voilà, plutôt pas mal, assez content. Il s'est passé un truc aussi, je m'attendais pas du tout, c'est Levi qui veut tuer Erwin. Parce que dans l'attaque des Titans, Levi il a une grosse loyauté envers Erwin. Et il veut le buter quoi. Il élabore un plan, tout ça pour le tuer. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'avant il voulait le tuer et qu'aujourd'hui il a eu une grosse loyauté envers Erwin. Donc voilà, hâte de découvrir la suite. Je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai tout lu. Et du coup, escale brève sur Birth of Levi. Et du coup, j'ai lu en même temps les 3 tomes du Prix du reste de ma vie, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Vraiment, je pense que pour l'instant, c'est un des mangas que j'ai été le plus déçu. C'est vrai parce que moi j'aime bien ce genre de manga, le synopsis je le trouvais super intéressant, une personne qui revend son espérance de vie et qui garde ses 3 derniers mois pour pouvoir profiter de la vie qui lui reste. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, je me suis vraiment intéressé à ça. En lisant le tome 1, j'ai plutôt été happé par l'histoire, mais finalement il a des gros défauts ce manga là. Pour moi le plus gros souci de ce manga c'est vraiment que dans une œuvre comme ça on est censé ressentir une oppression au niveau du temps. Kuzunoki, le personnage principal dedans, il lui reste 3 mois à vivre. Il fait une liste de toutes les choses qu'il veut faire et pour moi on aurait dû en fait en voyant cette liste se dire est-ce qu'il va avoir le temps de faire tout ce qu'il a fait dessus et est-ce qu'il va avoir le temps parce que dedans forcément il y a une pseudo-histoire de romance qui va commencer à se faire. Est-ce qu'on va s'attacher au personnage? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant dans une œuvre comme ça. Et là, vraiment, à aucun moment, on ressent cette oppression du temps. À aucun moment, quand il commence à faire ses activités, qu'il lui reste 2 mois, 1 mois, 5 jours à vivre, on s'inquiète du temps qui lui reste et on se demande vraiment est-ce qu'il va réussir à faire ce qu'il veut? Est-ce qu'il va réussir à passer le reste du temps avec sa copine? Est-ce qu'il va réussir à profiter de la vie, etc. À aucun moment, j'ai senti ce souci d'oppression. Là, j'avais vraiment l'impression que si le gars il voulait faire un Paris-Hong Kong à pied, en 3 mois, il avait largement le temps de le faire. Et je trouve que c'est vraiment le plus gros souci du manga, c'est qu'on ressent pas du tout cette oppression. Bon, après, il y a un autre petit souci qui m'a un peu déplu. C'est que dans le tome 1, il fait une liste de tout ce qu'il souhaiterait faire en fait au cours de ces 3 derniers mois. Et dans cette liste, il va noter qu'il souhaiterait avouer ses sentiments à Himeno, son ami d'enfance. Et en fait, ce qui se passe entre deux, c'est que quand ils étaient jeunes, ils s'étaient promis que si dans 10 ans il n'avait pas de mari, qu'il n'avait pas de copain, pas d'amoureux, il se retrouverait pour se marier. Alors j'ai trouvé ça super intéressant parce que ces passages enfants, il n'y a pas ce souci d'oppression au niveau du temps parce qu'à ce moment-là, il a toute sa vie. Du coup, on s'attache beaucoup plus facilement au personnage, j'ai l'impression. Et on s'attache vraiment à Himeno, cette amie d'enfance et cette relation qu'elle a avec Kuzunoki. Et du coup, quand on voit cette promesse qu'ils se font enfants, on se doute forcément qu'ils vont se revoir adultes et on espère en tout cas qu'ils vont avoir une relation, qu'elle n'a pas retrouvé d'amoureux, etc. Et que il va pouvoir vivre les 3 derniers mois de sa vie avec. Eh ben non. Parce que du coup, dans le tome 2, au tout début, il se retrouve, il décide de lui avouer ses sentiments et en fait là, on découvre que Himeno, son ami d'enfance,
eh ben, elle ne l'a jamais aimé. Elle n'a jamais aimé Kusunoki, elle le déteste même. C'est la personne qui la déteste le plus au monde. Et là, je trouve ça vraiment nul parce que vraiment, je trouve que les périodes enfants sont beaucoup plus attachantes que les périodes adultes. Et en fait, on s'est beaucoup plus attaché à Himeno que Miyagi. Alors Miyagi, je vous en ai pas parlé, mais grossièrement, bon, c'était la fille qu'on voit sur la couverture de chaque tome. Donc on se doute que finalement c'est avec elle qu'il va y avoir une romance. Mais ça, au début du manga, on ne le sait pas du tout. Mais en fait, c'est juste la personne qui est chargée de surveiller Kusunoki au cours de ces 3 derniers mois pour être sûr qu'il ne fasse pas n'importe quoi du reste de sa vie. Le plus gros souci, c'est que pendant un tome, on nous parle de Kusunoki qui veut avouer ses sentiments à la personne qu'il aimait quand elle était enfant. Et finalement, là, c'est pareil. Encore une fois, en une page, on nous couvre tout ça, on nous le bâcle. Et puis finalement, tous ces passages enfants qu'on a eus, ils servent à rien du tout. Et suite à ça, Kusunoki il décide à ce moment-là d'avoir une relation avec Miyagi, la personne qui est chargée de le surveiller. Et là, c'est pareil, du coup, on se dit, finalement, est-ce qu'il va pas avec Miyagi parce que Himeno, ça va pas marcher. Bon, alors, même si au début, j'ai pas trop aimé cette relation avec Miyagi, j'avoue que sur le long terme, en fait, en avançant, ça commence à être plutôt intéressant et on commence à aimer cette relation entre eux deux. Surtout, en fait, à partir du moment où on apprend qu'en fait, Miyagi, elle est invisible aux yeux des autres et qu'il n'y a que Kusunoki qui peut la voir, un peu en mode ami imaginaire. Et là, ça laisse place à des événements un peu farfelus parce que forcément, si Kusunoki lui donne la main dans la rue, du point de vue des autres, Kusunoki, on va avoir l'impression qu'il donne la main à personne. Et pareil, s'il va au restaurant, forcément, on va avoir l'impression du point de vue des autres qu'il est en train de manger avec quelqu'un, sauf qu'en fait, non, il mange tout seul. Et encore plus intéressant parce que si Kusunoki parle à Miyagi dans la rue, du point de vue des autres, Kusunoki parlera tout seul. Et là, j'ai vraiment apprécié ça parce que Kusunoki, lui, il s'en fout. Il est amoureux de Miyagi, il lui reste plus beaucoup de temps à vivre et du coup, vraiment, si les autres ne la voient pas, lui, ça lui est égal. Ce qu'il veut, c'est juste profiter du reste de ses jours avec la femme qu'il aime. Mais le souci, c'est qu'à ce moment-là, on est déjà au milieu, voire la fin du tome 3, donc la fin du dernier tome. C'est un peu embêtant qu'il faut attendre la fin du manga pour commencer à apprécier un personnage. Et vraiment, si on parle de cette fin de manga, elle est vraiment nulle. Pourquoi? Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment cette oppression du temps qu'on doit sentir. Et c'est à quel moment qu'on va ressentir le plus d'oppression au niveau du temps? C'est dans sa dernière semaine ou ses 3 derniers jours. Et justement là, le manga s'arrête quand il lui reste 3 jours à vivre. Ça veut dire que finalement, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire pendant ces 3 derniers jours, mais surtout, on ne sait pas si à la fin il va mourir, on ne sait pas s'il va se passer un miracle et qu'il va survivre. Voilà, on ne sait vraiment rien de tout ça. Ça nous laisse une fin ouverte et vraiment, je trouve que cette fin ouverte, elle n'a pas du tout sa place dans ce manga-là. Bon, si vous aimez ce genre de manga, de romance un petit peu, allez-y, vous pouvez quand même le lire. Moi, je vous donne juste mon avis. Je ne l'ai pas du tout aimé. Ça commençait plutôt bien, mais finalement, on se rend très vite compte de tous les problèmes du manga. Par contre, à l'inverse, si vous, il y a des mangas dans ce genre-là qui vous intéressent, je vous conseillerais plutôt Alpha & Alpha. Je vous en ai déjà parlé, c'est ce manga-ci. C'est quasiment la même histoire dans Le prix du reste de ma vie. On suit l'histoire de Kusunoki qui lui reste 3 mois à vivre et qui du coup va avoir une histoire de romance au cours de ces 3 derniers mois. Dans Alpha & Alpha, on suit l'histoire de 2 personnes qui sont mortes, un garçon et une fille. Et ces 2 personnes vont être ramenées à la vie et ils vont passer une semaine ensemble liés. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont ressentir exactement la même chose. Si une personne a faim, l'autre va ressentir qu'elle aura faim. Si une autre personne est énervée, l'autre personne va ressentir qu'elle est énervée. Si une personne a des désirs, l'autre personne ressentira ses désirs également. Et à la fin de cette semaine, ils vont devoir décider qui des deux, donc qui du garçon ou de la fille, va vivre et qui va mourir. Et dans ce manga-là, finalement, on ressent vraiment cette oppression au niveau du temps. On s'attache vraiment aux personnages, on s'attache vraiment à leurs relations et on a vraiment envie de savoir à la fin qui va vivre et qui va mourir. Et vraiment, si vous, c'est ce genre de manga-là qui vous intéresse, je vous conseillerais beaucoup plus de lire Alpha & Alpha si vous ne l'avez pas déjà lu que de lire Le prix du reste de ma vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir visionné jusqu'au bout. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et dites-moi en même temps les mangas que vous avez lus. Ce sera un plaisir pour moi de les découvrir si je ne les ai pas déjà lus. Et du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!